Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Smart for Change, sur les réseaux sociaux de Smart for Change et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatifs de Smart Patrimoine. Et pourtant, nous n'allons pas parler d'un investissement alternatif, nous allons parler d'investissement dans l'or, l'investissement dont tout le monde parle depuis plusieurs mois. Qu'en est-il et surtout comment décrypter la séquence de ces derniers mois sur l'or? Nous en parlerons dans un instant avec Arnaud Duplessis, Senior Portfolio Manager Global Thematic Equities chez CPR Asset Management. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous reviendrons sur les sujets d'arnaque ou de fraude bancaire et notamment sur le signal d'alarme d'un journaliste, Thibaut Martinez Delquerou, qui signe le livre Les Caméléons chez Flammarion. Nous reviendrons avec Thibaut Martinez Delquerou en plateau sur le phénomène qui prend une ampleur conséquente en France. Et puis enfin, dans la dernière partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous ferons un focus sur le groupe Premium qui fête ses 25 ans et nous on se demandera comment rester proche de ses clients lorsque l'on continue à croître. C'est un sujet que nous traiterons avec Greg Monetti, directeur communication RSE et relations publiques au sein du groupe Premium. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Il ne se passe pas une semaine sans que l'on regarde le cours de l'or et les évolutions du cours de l'or. Comment comprendre cette séquence des 5 premiers mois de l'année 2025 et cet engouement autour de l'or? Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Arnaud Duplessis. Bonjour Arnaud Duplessis. Bonjour Nicolas. Senior Portfolio Manager Global Thematic Equity chez CPR AM. Vous avez eu du travail, vous, depuis le 1er janvier 2025. Le cours de l'or a été beaucoup suivi par les investisseurs. Comment on explique cette séquence de 5 mois maintenant qu'on a un petit peu de recul et cet engouement des investisseurs pour l'or papier, mais l'or physique également, Arnaud Duplessis? Alors, il est vrai que ces 5 premiers mois ont constitué une période plutôt très porteuse pour le marché de l'or, puisque les cours de l'or à hier soir en fait étaient en hausse de l'ordre de 28% depuis le début de l'année, après avoir atteint un record historique le lundi de Pâques, rappelez-vous, à 3500 $ l'once, on était hier à 3375, qui a entraîné d'ailleurs dans la foulée le secteur des mines d'or, en fait, qui a progressé de plus de 55% depuis le début de l'année. Alors, comment expliquer cet engouement? Les raisons sont assez nombreuses en réalité. La première, en fait, c'est bien sûr l'incertitude dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Il ne s'agit pas simplement d'une incertitude géopolitique. Donc, avec cette guerre, malheureusement, entre la Russie et l'Ukraine qui n'en finit pas, les tensions entre les États-Unis et la Chine, l'arrivée de M. Trump, en fait, qui constitue une incertitude quasi quotidienne, en fait, étant donné l'imprévisibilité de cette déclaration. Et à cette incertitude, en fait, géopolitique, s'ajoute maintenant une incertitude financière, en fait. On a bien parlé déjà à plusieurs reprises que les banques centrales émergentes ont nettement accéléré, en fait, leurs achats d'or. C'est-à-dire plus de 1000 tonnes d'or par an sur les 3 dernières années, 2022, 2023 et 2024. Ce qui était d'ailleurs donné début de l'année comme explication de la progression de l'or, par exemple, en 2024. C'était notamment les banques centrales qui reconstituaient leurs réserves. Alors, les banques centrales, en fait, se sont portées très massivement acheteuses ces 3 dernières années. Elles ont acheté à peu près 2 fois plus d'or chacune de ces années qu'elles avaient l'habitude de le faire les 10 années précédentes. Aujourd'hui, en fait, l'or constitue à peu près 20% de leurs réserves de change, c'est-à-dire le niveau le plus élevé depuis à peu près 30 ans, en fait. Mais pour autant, je dirais, la progression de l'or, la tendance de l'or a vraiment accéléré qu'à partir du mois de mai de l'année dernière. Pourquoi? Puisque face à ces achats des banques centrales, les investisseurs, eux, étaient plutôt vendeurs, en fait. D'accord. Contrebalancer quelque part cette tendance acheteuse des banques centrales. Et ça a changé début 2025? Alors, ça a changé surtout à partir peut-être de la deuxième partie de l'année dernière. Leurs ventes étaient cohérentes puisque, rappelez-vous, de 2022 jusqu'à 2024, on a observé une très forte remontée des taux d'intérêt réels américains. Vous savez que traditionnellement, les cours de l'or sont plutôt inversement corrélés, en fait. Donc, il était cohérent pour les investisseurs, étant donné cette remontée des taux d'intérêt, de vendre de l'or en anticipation d'une baisse. Mais c'était sans compter avec les banques centrales, en fait, qui ont été massivement acheteuses, en fait. Donc, incertitude
politiques, géopolitiques, financières qui viennent expliquer aujourd'hui cette progression du cours de l'or. Donc si je suis la recette que vous venez de me donner, il faut s'attendre à un second semestre à peu près du même acabit sur le sujet or, Arnaud Duplessis. Alors, c'est difficile en fait de donner des prévisions, mais je pense qu'il faut bien comprendre finalement les motivations des banques centrales. Dans un premier temps, il y avait cette volonté de dédollarisation de l'économie mondiale, surtout de la part de la Chine, autrement dit de mettre fin à la domination des États-Unis pour prendre Bien sa sûr. place. Oui, bien sûr. Et c'est ajouté depuis vraiment une crainte financière de la part de ces banques centrales face au niveau de surendettement des pays occidentaux. On voit bien en fait que depuis quelque temps, des inquiétudes montent quant au marché obligataire japonais, Bien sûr. dernièrement quant au marché obligataire américain. Et vous savez, l'or n'est pas seulement une matière première pour fabriquer des bijoux, c'est aussi une monnaie, en fait, une réserve de valeur. Bien c'est un sûr. peu la devise de dernier recours. Et on dit souvent en fait que l'or ne présente pas de risque de défaut, surtout par rapport à d'autres devises. Vous savez, quand un pays voit son économie s'effondrer, la devise, sa devise peut aussi s'effondrer. L'or, en fait, n'est la dette de personne. Oui, c'est bien ça sûr. qu'il constitue C'est un cette actif. réserve de change, cette réserve de valeur un peu absolue pour les banques centrales. Près de 30% de progression pardon, depuis le début de l'année, 28% vous nous l'avez dit. Et les mines d'or dans le sillage, vous nous avez dit plus 55% depuis le début de l'année. Il y a une corrélation finalement entre le cours de l'or et l'activité économique des mines d'or, Arnaud Duplessis. Alors, c'est une corrélation directe, parce que plus les cours de l'or sont élevés, plus elles gagnent de l'argent, bien sûr, évidemment. oui, parce qu'elles vendent plus cher. Oui. Voilà, le levier de performance souvent observé est de l'ordre de 2 à 3 fois. Autrement dit, quand les cours de l'or prennent 1% ou perdent 1%, les mines amplifient ce mouvement par 2 ou 3. On le voit depuis le début de l'année, c'est presque un ratio parfait de 2 fois. Pour autant, les mines d'or, en fait, n'ont toujours pas recouvré leur record historique de septembre 2011. Alors qu'en septembre 2011, rappelez-vous, les cours de l'or étaient aux alentours de 1900. On est aujourd'hui à 3375. Donc il y a toujours du potentiel sur les mines d'or, c'est ce que vous dites. Et les mines d'or, en fait, même si leurs coûts d'exploitation ont fortement augmenté depuis 2020 avec le retour de l'inflation, je dirais leurs marges d'exploitation n'ont jamais été aussi élevées. C'est-à-dire on a des cours de l'or en moyenne de l'ordre de $3025 depuis le début de l'année, pour des coûts de l'ordre de $1500, donc ça fait une marge un peu légèrement supérieure à $1500 par once. En 2020, quand les coûts d'exploitation étaient aux alentours de $1000 par once, les cours moyens de l'or étaient plutôt aux alentours de 1750. Donc vous voyez, les marges d'exploitation sont aujourd'hui 2 fois plus élevées qu'elles l'étaient il y a 5 ans, même si les coûts sont 50% plus élevé. Et ça, je pense que le marché l'a pas bien intégré quand on voit les ratios de valorisation du secteur orifère qui sont proches de leur plus bas historique. Et comment on l'explique? C'est une anomalie de marché? C'est une concentration vraiment sur l'actif or plutôt que sur l'activité économique à côté? C'est un rattrapage auquel il faut s'attendre sur les prochains mois? Quel est votre sentiment d'expert, Arnaud Duplessis? Alors, les mines d'or constituent une petite classe d'actifs, moins de 500 milliards de dollars de capitalisation boursière. Donc, vous voyez, même pas le quart d'une de ces grandes Magnificent Seven cotées aux États-Unis. En fait, c'est une activité, c'est une industrie qui n'a pas toujours fait montre d'une grande discipline dans le passé, qui peut être assez volatile, donc qui peut faire peur à certains investisseurs, mais force est de constater en fait beaucoup plus de rigueur en fait dans la gestion de ces compagnies minières depuis maintenant quelques années, un début de retour de cash aux actionnaires assez significatif, et donc quand même un potentiel encore de revalorisation sans que les cours de l'or augmentent finalement. Il suffirait juste que les cours de l'or se maintiennent au niveau actuel, et là ce qui permettrait vraiment au secteur de se revaloriser très significativement. On n'a pas de boule de cristal, hein, vous l'avez dit. Pour autant, faut-il voir une corrélation continuer sur le reste de l'année entre les sujets politiques, géopolitiques et financiers et d'un côté et le cours de l'or de l'autre côté? On peut se dire aussi que l'or est monté tellement haut que potentiellement derrière, ce qui va se passer, c'est une stabilisation, voire une correction, ou à l'inverse, que les investisseurs vont toujours se dire que c'est peut-être l'actif le plus sûr à l'heure actuelle. Comment est-ce que vous voyez les choses, vous? Alors, il y a un point qu'il faut mettre en avant, pour la thématique de l'or et des mines, c'est un actif qui est très peu corrélé aux autres classes d'actifs. On l'a particulièrement bien vu cette année avec un début d'année pour le marché américain qui a été assez mauvais. En fait, le marché américain n'a jamais autant contre-performé, je dirais, le reste du monde depuis un nombre d'années quand même très, très significatif. Donc l'or, de par sa décorrélation, apporte un axe de diversification important dans un portefeuille. Vous savez, on est toujours content dans les périodes difficiles d'avoir une classe d'actifs qui s'en sort quand même un petit peu mieux que les autres, en fait.
Merci beaucoup Arnaud Duplessis de nous avoir accompagnés sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes Senior Portfolio Manager Global Thematic Equity chez CPR AM. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux arnaques bancaires ou à la fraude bancaire et notamment au signal d'alarme que nous donne ce livre Les Caméléons, écrit par Thibaut Martinez Delquerou, qui décrit le mode de fonctionnement d'arnaqueurs pour soutirer de l'argent à des particuliers en France, avec notamment quand même à leur compte déjà un certain nombre d'identifiants et d'informations personnelles. Ils ont juste besoin de la double authentification, on va regarder ça dans un instant, et ils sont très forts, ils ont réussi à arnaquer jusqu'à Dominique Strauss-Kahn ou encore le juge Bruguière. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Thibaut Martinez Delquerou. Bonjour Thibaut Martinez Delquerou. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous d'être là. Vous êtes journaliste donc et auteur de Les Caméléons, je le remets juste ici, publié aux éditions Flammarion. Première question très rapidement, vous avez mis combien de temps à écrire le livre? L'enquête a duré combien de temps? Quasiment 1 an et demi, et je pensais commencer par l'enquête puis écrire. En fait, j'avais tellement d'informations que dès que j'ai eu des informations, j'ai commencé à écrire parce que c'était phénoménal, quoi. Et alors vous avez commencé à écrire parce que vous-même vous avez été victime d'une arnaque, c'était quoi, fin 2023? Moi ce qui m'a fasciné, d'ailleurs vous allez me reprendre si jamais je dis une bêtise, mais ça s'est fait en 3 fois, c'est-à-dire que la première fois on vous a appelé, on vous a dit il y a une fraude sur votre compte, quelqu'un s'est fait passer pour le directeur des risques de votre banque en vous disant il y a une fraude mais vous en faites pas, vous n'avez rien à faire, on s'occupe de tout. C'est ça, et je leur ai dit de toute façon j'ai pas le temps, j'étais en reportage à ce moment-là, donc le bon numéro de ma banque qui m'appelle, je leur dis j'ai pas le temps. Classique, quoi. C'est ça, très important. Le bon numéro de votre banque vous appelle. Deuxième fois, on vous appelle et on vous explique que là, il y a un réseau qui est en fait en train de vous cibler et que votre conseillère bancaire, dont vous connaissez le nom, mais dont la personne que vous avez au téléphone connaît le nom également, et c'est que cette conseillère bancaire ferait peut-être elle-même partie du réseau d'escrocs. Ce qui peut paraître dingue, mais ce qui est aussi le cas dans certains cas, quoi. Ça peut aussi être la réalité, donc toujours pas le temps. Et il me rappelle le lendemain et il me dit cette fois-ci il y a vraiment un virement qui est en train de passer et il va falloir l'annuler. Donc toujours toutes mes bonnes informations, toujours le bon numéro. Donc vos bonnes informations, on peut détailler, c'est votre nom, votre prénom, le nom de votre conseillère bancaire, votre numéro de compte. Bien sûr, mes encours à ce moment-là, mes derniers virements et le nom de mes parents. Et le nom de vos parents. Voilà. Donc ça faisait extrêmement crédible. J'étais pas forcément hyper renseigné sur les arnaques, mais en même temps personne ne choisit jamais de se faire arnaquer. Donc c'est le principe même de l'arnaque, c'est qu'on n'y voit que du feu. Et pour annuler un virement, j'allais recevoir un code secret que je reçois évidemment par le numéro de ma banque. Et en fait, plutôt que d'annuler un virement, ça valide un paiement que les escrocs étaient en train de faire. Donc depuis le début, c'était pas ma banque, malgré le fait qu'ils aient toutes mes informations bancaires et qu'ils m'appellent avec le numéro de ma banque, mais c'était des escrocs. Voilà. Donc vous recevez un coup de téléphone avec le numéro de votre banque, vous recevez un code par téléphone avec le numéro de votre banque. On vous dit au téléphone c'est pour annuler une opération frauduleuse en cours, alors qu'en fait des escrocs avaient lancé via votre compte en ligne code un achat ou plusieurs achats, et en fait ça a validé. Et vous avez validé les achats que les escrocs avaient lancés. Sans savoir, évidemment. Et vous avez perdu combien sur le coup? Ça c'est la question que tous les journalistes me posent, et je trouve que ça n'a aucune sorte d'importance, puisque je voulais vraiment me concentrer sur le phénomène en me demandant mais en fait ok, là, ça a vidé mon compte courant. C'est très bien fait. Ou combien de personnes ça a touché? Jusqu'à quelle proportion? Jusqu'où c'est allé? C'est comme ça en fait que je me suis plongé dans cette investigation. Et alors justement, là, vous avez découvert un monde absolument hallucinant où on peut acheter les données personnelles de n'importe qui en France pour quelques euros, quelques centaines d'euros sur le darknet, qu'ensuite on peut, avec un téléphone, changer le numéro avec lequel on va appeler un particulier, et une arnaque d'une ampleur phénoménale. Racontez-nous, Thibaut Martinez Delquerou. En fait, s'il y a autant d'escrocs, c'est parce qu'il y a un système complètement faillible. Que ce soit au niveau bancaire, que ce soit au niveau des opérateurs ou de l'État. Aujourd'hui, n'importe qui peut devenir escroc et rêver de faire 100 000, 200 000 euros par semaine. Et pour comprendre ce phénomène, cette arnaque qui, je l'ai découvert, est la plus grande arnaque jamais perpétrée contre des civils français.
1 million de victimes pour 1 milliard de préjudices, chiffre de la police et de la Banque de France. 1 milliard depuis 2021, c'est ça? Depuis fin 2020, début 2021, donc en gros en 4 ans, 1 milliard de préjudices. Pour faire un parallèle, la fraude à la taxe carbone en France, c'était 1,6 milliard et c'était contre l'État. Là, on va piocher directement dans le compte des Français. Donc, c'est absolument phénoménal. Et ça fait 4 ans que les banques et les opérateurs sont incapables d'arrêter cette fraude. Et donc, je me suis placé du côté de la justice. Et pour comprendre cette fraude, je voulais vraiment des documents, de la documentation judiciaire. Donc, ce qu'il fallait, c'était que je revienne au premier groupe de faux conseillers bancaires qui a été arrêté. Et le premier groupe de faux conseillers bancaires qui a été arrêté l'a été en 2021 pour avoir vidé le compte de Dominique Strauss-Kahn. En tout cas, c'est attaqué au compte de Dominique Strauss-Kahn. Dossier confié à la cellule spécialisée de la police judiciaire parisienne, la BFMP, Brigade des fraudes aux moyens de paiement. Et je suis entré en relation avec eux et je suis resté avec eux en contact pendant plus d'1 an. Et alors là, vous vous rendez compte effectivement qu'on peut acheter donc des identifiants sur Internet, on peut appeler avec son propre téléphone personnel et faire afficher le numéro d'une banque, que ce qu'on a acheté sur Internet, ça peut aller jusqu'à votre identifiant et votre mot de passe de votre compte en ligne. On peut ensuite vous appeler pour vous dire, bah voilà, tel est votre numéro de compte, tel est votre encours à tel moment, le nom, voire la date de naissance de vos parents, votre nom, votre prénom. Ensuite, toutes les informations qui vous laissent penser que vous avez un conseiller bancaire au bout du fil, alors que pas du tout. Et ça, ces informations, elles viennent de manières différentes. La première, ce sont des campagnes de hacking, de hackers russes contre des grandes entreprises françaises, même contre l'État. Il faut rappeler quand même que l'État a laissé fuiter 40 millions de données avec France Travail l'an dernier. Donc, il a mis en danger ses citoyens. Donc, tout ça, ce sont des données accessibles à n'importe qui sur le dark web contre 100 ou 50 euros pour l'achat d'une carte. Mais ce qui m'a le plus marqué dans cette interview, enfin, dans cette enquête, oui. Quand j'ai fait ces interviews avec la police, avec les magistrats, avec les avocats et avec certains escrocs, c'est que les meilleurs escrocs avaient leur contact au sein des banques. Oui, c'est ce que vous montrez à un moment, c'est qu'en fait, ils se font embaucher au sein des banques ou ils ont des contacts au sein des Soit banques. ils se font embaucher au sein des banques, parce qu'avec l'intérim, aujourd'hui, c'est très facile d'avoir accès à un poste de conseiller bancaire, soit les escrocs qui font énormément d'argent vont avoir la malice de corrompre certains conseillers qui touchent entre 1 700, 1 800, peut-être maximum 2 000 euros par mois, leur proposer 3 000 euros pour une fiche client d'un client qui aurait 50 000 euros qui dorment sur un compte pour avoir la crédibilité maximale. Donc toutes les informations. Toutes les Et informations. c'est même pas issu d'un hacking, c'est même pas acheté sur le dark web, c'est simplement ça a été transmis par quelqu'un qui était dans la banque. Exactement, et ça c'est, je m'attendais pas à écrire ça du tout. Je m'attendais pas, j'avais l'impression que c'était un peu quelque chose qu'on pouvait rêver, imaginer, mais pas que Oui, c'était c'est la digne d'un réalité. scénario de film ou de série policière. Sauf que rien que l'an dernier, il y a eu 500 cas de fraude interne dans juste les plus grosses banques françaises. Vous imaginez le nombre de fuites de données que ça peut engendrer. C'est considérable. Et en fait, c'est un système qui s'auto-entretient parce que les escrocs gagnent de l'argent. Ceux qui gagnent beaucoup d'argent ont le luxe de pouvoir avoir des informations par des employés de la banque. Et quand les banques découvrent qu'il y a des employés de banque, soit qui fraudent, soit qui offrent des informations à des escrocs, ce que font les banques dans la majorité des cas, c'est qu'elles virent ces personnes-là, mais ces personnes-là peuvent se faire employer dans d'autres banques. Donc en fait, ce sont des cas qui ne sont pas judiciarisés. Oui, c'est ça. Ce que vous dites, c'est que c'est pas judiciarisé parce qu'il y a un risque de réputation pour les banques qui est plus fort, effectivement, que... Et ça se comprend du point de vue de la publicité. Du point de vue de l'éthique, c'est beaucoup plus difficile à comprendre parce que pour mettre fin à ce genre de phénomène, l'idéal serait de judiciariser. Et quand j'ai rencontré certains juges d'instruction qui n'avaient pas forcément le droit de parler, mais qui l'ont fait dans l'intérêt public parce que c'était un livre, ils m'ont dit, mais nous, quand on enquête et qu'on a la sensation qu'il y a un escroc à l'intérieur d'une banque, qu'on montre les preuves, en tout cas... suggestions à la banque en disant regardez là ça a fait 200 victimes, il y en a 199 qui viennent de votre banque, il y a sûrement quelqu'un à l'intérieur qui est en train de faire fuiter des données. Les banques, dans la majorité des cas, en tout cas dans les dossiers que ces juges d'instruction avaient, les banques ne répondent pas parce que ça voudrait dire que ok, il y a un escroc, on judiciarise, il y a un procès, il y a des médias, donc notre réputation... Donc quand c'est le juge d'instruction qui dit, globalement, on répond pas, si je comprends bien. C'est à la limite, quand on s'en rend compte nous-mêmes, on vire, mais s'il y a un risque de devoir judiciariser, c'est plus compliqué. C'est ça, et ça, c'est ce que vous venez de dire, c'est le bilan de la police judiciaire et des magistrats en ce qui concerne les banques et les escrocs en interne.
C'est très compliqué, effectivement, de combattre ça. Vous avez notamment suivi le procès de la première bande arrêtée. Il a été très compliqué pour la justice, ne serait-ce que de déclarer des victimes réelles de quantifier le montant de l'arnaque Alors, les escrocs se vantaient de faire 200 000 € par semaine, et finalement, la justice n'a réussi qu'à trouver 190 000 € au total, sur plusieurs mois. C'est ça. En fait, j'ai eu accès aux écoutes, alors pas par la police qui n'a pas voulu me les transmettre, mais par le dossier complet du procès, de l'investigation, de l'instruction, qu'on appelle la procédure. Et je découvre que ces escrocs, quand ils sont mis sur écoute, ils se vendent de gagner entre 120 000 et 200 000 € par semaine et par tête. Et ils étaient entre 4 et 8, selon les semaines et les chambres d'hôtel dans lesquelles ils étaient. Et au final, la justice a énormément de mal à quantifier effectivement le montant réel qui pouvait être estimé à 9-10 millions d'euros de préjudice, sauf que les banques avaient du mal à coopérer, à dire exactement à qui ces escrocs avaient volé de l'argent, à quel moment. Ça aurait mérité une instruction de 7 ans, 8 ans, mais en fait, dans ce dossier-là, la juge voulait que ces personnes-là soient jugées, quitte à ce que le préjudice soit moindre que la réalité, et c'était vraiment moins important, puisqu'au total, pour tous les escrocs, ça a été évalué à 190 000 €. On pourrait en parler pendant des heures, malheureusement, le temps télévisuel nous rattrape. Thibaut Martinez-Delqueroux, vous avez enquêté sur tout cela, vous connaissez le mode de fonctionnement des escrocs, les évolutions, parce que ça va même aujourd'hui jusqu'à des escroqueries à la carte SIM à présent. Et avec l'intelligence artificielle aussi. Avec l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'on peut se protéger quand on peut même plus faire confiance à la personne qui nous appelle et qui a toutes les informations qui pourraient prouver que c'est un vrai conseiller bancaire? En fait, aujourd'hui, puisqu'on est à un tournant de l'histoire de l'escroquerie, avec un record de fuite de données concernant les Français qui sont les moins protégés d'Europe depuis l'an dernier, puisque ni les banques, ni l'État, ni les opérateurs ne sont capables de nous protéger, nous en tant que citoyens, on devient notre premier rempart. Et notre premier rempart, c'est d'être parano. Et c'est pas pour semer la pagaille que je dis ça, c'est parce que c'est un vrai conseil des magistrats et de la police, d'être parano, de ne pas avoir peur de l'être, parce qu'on ne choisit jamais de se faire arnaquer. Donc forcément, au moindre doute, on raccroche, on met un terme à la discussion, on ne répond pas aux mails, quitte à passer à côté d'appels importants, mais au moins sauver votre argent. Et la deuxième nécessité pour les citoyens aujourd'hui, c'est de rester informés, vraiment d'être le plus au contact des techniques des escrocs aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce livre-là, pour alerter et être le plus précis possible sur leur mode d'action, même si ça m'a valu des menaces de la part d'escrocs ou du silence de la part des banques. Je pense qu'il est nécessaire pour tout le monde d'avoir un maximum de connaissances. Et je finirai avec ça, puisque la police, à la suite des fuites de données, s'attend à un raz-de-marée d'escroqueries fin 2025 et tout au long de l'année 2026. Merci beaucoup Thibaut Martinez-Delqueroux d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine pour évoquer cette enquête, donc Les Caméléons, publiée aux éditions Flammarion, que je vous conseille à toutes et tous de lire pour comprendre un petit peu les mécanismes de fraude à l'heure actuelle qui dépassent parfois ce que vous pourriez imaginer ou ce que vous voyez dans des séries policières, et pourtant ça arrive vraiment tous les jours en France. Donc lisez ce livre, et quant à nous on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Le groupe Premium fête ses 25 ans et continue sa croissance. En 2024, le groupe Premium affichait un chiffre d'affaires de 337 millions d'euros, en croissance de 33%. Comment rester proche de ses clients avec une telle croissance? Voilà la question que nous allons poser aujourd'hui à Greg Monetti. Bonjour Greg Monetti. Bonjour. Directeur communication RSE et relations publiques au sein du groupe Premium. C'est vrai qu'on suit les aventures du groupe Premium. On voit que c'est un groupe donc, dans la gestion de patrimoine qui fonctionne très bien et qui continue à grossir. La question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour rester au plus proche des besoins de chacun de ses clients quand on a une telle croissance, Greg Monetti? D'abord, pardon, mais je vais vous dire une évidence, il faut en avoir envie. Et très franchement, l'accompagnement client, l'approche servicielle, la volonté d'apporter toujours le produit le plus attendu par nos clients est, depuis le début de notre histoire, notre boussole. Et puis ensuite, évidemment, il y a le structurel, et il y a comment est-ce que ce groupe s'est consolidé pour pouvoir apporter une offre différenciée selon la cible, selon le besoin, selon le ticket moyen, et faire en sorte d'avoir l'offre la plus complète possible. Chez Premium, par exemple, vous pouvez, avec le courtage et nos marques Predictis et Cap Finance, accompagner parfois des Françaises et des Français qui ont 200 € par mois à épargner, comme via nos Family Office, un ticket moyen à 40 millions d'euros, ce qui fait d'ailleurs le deuxième ticket moyen le plus cher du marché. Et donc, on arrive, via différentes structures et différentes sociétés,
à toujours fournir le meilleur vis-à-vis de cette attente, notamment via un pôle de solutions d'investissement bien structuré, avec une société de gestion d'actifs qui est Flordon-Ferry, des ingénieurs financiers avec Neolife, des produits structurés avec e-Capital, et puis un pôle de CGP qui est présent dans la France entière. Et avec une volonté de continuer à croître, avec des acquisitions de manière régulière. Qu'est-ce qui se cache derrière cette stratégie, Greg Monetti? Une volonté, une ambition, une envie collective, qui se manifeste d'ailleurs par le fait que notre capital est ouvert et que plus de 700 de nos salariés et partenaires sont actionnaires du groupe, 3 fonds d'investissement présents et qui nous accompagnent dans cette ambition, un PDG absolument génial qui s'appelle Olivier Farouz, et tout ça donne une dynamique très vertueuse. Et puis, il faut le dire aussi, on apporte une réponse pour beaucoup suite à une déception vis-à-vis de leur banque en termes d'accompagnement, en termes d'épargne, en termes d'investissement. Et donc, je crois qu'on n'est qu'au début, en fait, de l'histoire et du développement de ce marché. 25 ans donc du groupe Premium. Vous êtes directeur communication RSE aussi également. La RSE, alors je vous pose la question pour Premium, mais j'essaie de comprendre de manière plus globale aussi dans le secteur de la gestion de patrimoine. Ça veut dire quoi la RSE quand on fait de la gestion d'actifs et de la gestion de patrimoine? Vous avez 2 moyens de le voir, en fait. Vous avez, on va dire, la compliance, le prérequis obligatoire, et puis vous avez le sens collectif. Nous, on a choisi des thèmes qui sont importants pour nous, typiquement l'humain, le social, en accompagnant des jeunes. Comme d'ailleurs beaucoup d'entre nous dans la société sont issus de quartiers difficiles, ou en tout cas moins faciles, eh bien on essaie de rendre un peu ce que la société nous a donné, en misant sur la culture, parce que c'est un formidable moyen de vivre ensemble, et puis vis-à-vis de l'interaction avec nos clients, c'est aussi important. Ça crée des sujets de discussion, par exemple. Bien sûr, ouais. Et puis en ayant une part ambitieuse, mais réaliste, sur la contribution énergétique, sur la transition écologique, où on essaye évidemment de calculer notre empreinte carbone et déterminer des trajectoires de réduction. Donc voilà, on fait notre part du travail. Évidemment, il y a tout un sujet de finance durable qui, il faut le dire, en France aujourd'hui existe, est discuté, est évoqué. Bien sûr. Je ne suis pas certain qu'il soit arrivé à son point de concrétisation. Nous, typiquement, on mise aujourd'hui sur des fonds SFDR 8. On estime que c'est la meilleure balance en termes de conscience éthique et de rendement pour nos clients. Mais vraisemblablement, ce sont des sujets qui vont se développer. Et on voit d'ailleurs chez nos clients de plus en plus d'attentes, de plus en plus de questions sur ces thèmes. Donc on essaye évidemment d'accomplir tout ça avec une ambition, une envie et pas simplement une obligation. Merci beaucoup Greg Monetti. Le groupe Premium fête ses 25 ans. On l'a dit, un petit mot peut-être pour les... Qu'est-ce qu'on souhaite à un groupe qui a 25 ans, Greg Monetti? On lui souhaite de vivre encore 5 ou 6 fois 25 ans supplémentaires et de se dire que ce qu'on constate aujourd'hui n'est finalement que le début d'une très grande histoire pour nous. Merci Greg Monetti. Je rappelle que vous êtes directeur communication RSE et relations publiques au sein du groupe Premium. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à vous, je vous retrouve très bientôt sur Be Smart for Change.